Précédemment dans Superstream, pour le dernier épisode de 2024, Superstream accueillait pour la première fois une invitée, l'actrice Ava Baya, qui nous a notamment parlé de ses rôles dans le film de Netflix GT Max ou dans les séries Une amie dévouée et Eureka. Alors pour démarrer l'année 2025, on ne pouvait pas ne pas parler de la série qui cartonne sur Netflix depuis sa sortie le lendemain de Noël. Il s'agit bien sûr de Squid Game. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime. Tu défends les faibles et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de pas du tout de Squid Game, de Superstream. Fallait que ça nous arrange une fois. Et surtout, bonne année à tous. Ça commence bien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Superstream. Alors j'en profite pour vous souhaiter à tous une bonne année 2025, remplie bien sûr de belles séries, de jolis films et de documentaires passionnants à découvrir sur les plateformes de streaming. Pour ne voir que le meilleur et s'éviter des visionnages inutiles, toute l'équipe de Superstream est bien sûr là pour vous accompagner tout au long de l'année. Juliette Eusbrock, Émilie Lopez et Marc Carlin reviennent plus en forme que jamais pour vous livrer leurs coups de cœur et leurs coups de gueule, et aussi les bons plans puzzle pour Émilie. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Salut. Hello. Et on va démarrer tout de suite avec les programmes qui vous ont passionné et ceux qui vous ont passablement agacé ces dernières semaines. Allez Marc, on va commencer par toi. Un petit coup de gueule, je crois, pour démarrer l'année. Oui, un coup de gueule, plus de l'amour déçu, on va dire. Une déception amoureuse que je vais exprimer à ce micro, Laurence. J'ai parlé d'un comédien que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire d'habitude, mais avec qui on a eu un rendez-vous manqué en fin d'année, là. C'est Jérôme Commandeur. Voilà, avec son émission sur Canal+, Le Monde Magique de Jérôme Commandeur. Donc c'est 8 épisodes où il pastiche la télé, où il passe en revue un peu toutes les périodes de Yves Mourouzi à Ici tout commence, en passant par la Starac ou chez Jordan. Il y a beaucoup d'invités, il y a Louis Bourgoin, il y a Valérie Lemercier, François Damiens, et j'en passe, Pio Marmaille. Voilà, donc il y avait tout pour passer des bonnes fêtes de Noël en rigolant. Et en fait, j'ai pas beaucoup ri malheureusement, parce que Jérôme Commandeur, c'est un comédien formidable, c'est un imitateur formidable, mais c'est peut-être pas un extraordinaire scénariste au point de tout écrire tout seul. Et je pense que le problème, c'est ça, c'est qu'en fait, les 8 épisodes sont écrits entièrement par lui. Et peut-être que du coup, il aurait fallu un peu muscler, on va dire, la partie écriture. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de vannes, et voire même un peu l'impression des fois un peu d'impro. Et du coup, malgré tout son talent, je trouve que ça tient pas trop la route. Il y a des sketchs qui sont vraiment pas drôles. En plus, c'est un terrain qui a quand même été assez balisé par les inconnus, par le palmacho. Donc en fait, on a un peu l'impression de redite. Il y a beaucoup de prothèses faciales et de masques. Et du coup, j'ai un peu l'impression d'être dans le grand bluff de Patrick Sébastien pour les plus vieux d'entre nous. Et pour ceux qui s'en souviennent surtout. Voilà, c'est ça. Et puis il y a un vrai problème de format. Je pense que 8 épisodes de 25 minutes, c'est trop. Et que du coup, en fait, ça se délite complètement. Il y a des sketchs qui reviennent tout le temps. Les pubs Tartinada et Olivada, j'en pouvais plus. Les sketchs avec l'accent québécois, bon, voilà. Pour une émission humoristique, peut-être un format plus court, ça fonctionnerait mieux. Un format plus court, plus ramassé. Je saurais quand même l'excellent sketch sur les Balkany, avec Audrey Lamy qui est géniale en Isabelle Balkany. On adore Audrey Lamy. Ouais, mais à part celui-là, le reste, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc la magie Jérôme Commandeur n'a pas opéré cette fois-ci. Bon, repart pour toi, mais par contre, je crois que sur Canal, ça a quand même plutôt bien marché. Et puis, l'humour, c'est forcément subjectif aussi. Donc, ok, peut-être le prochain rendez-vous, tu retrouveras ton amour pour Jérôme Commandeur. J'espère. Jérôme, si tu m'entends. Alors, Émilie, toi, c'est plutôt un coup de cœur, je crois, en ce début d'année. Ouais, c'est un gros coup de cœur. Vous me connaissez, j'aime l'amour, la vie, la rigolade et tout ça. C'est pour ça que je vais vous parler de La Conspiration du Silence. Mais de quoi s'agit-il ? Alors, La Conspiration du Silence, c'est une série de docs absolument formidable qui est disponible sur France.tv. Qui à l'origine a été diffusée sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Oula, c'est précis. Ouais, c'est pointu. Ouais. Mais vive la Bourgogne. Voilà, et France Télé a eu la bonne idée de la mettre direct sur France.tv. C'est d'abord à l'origine, c'est 8 épisodes d'une trentaine, quarantaine de minutes qui reviennent sur toutes les affaires qui ont secoué la Bourgogne dans les années 70, et notamment l'affaire Émile Louis. Et comment ce prédateur sexuel et ce meurtrier a pu, en toute impunité, tuer autant de jeunes femmes dans l'indifférence générale. Je vous rappelle qu'à l'époque, quand les familles ont commencé à dire « Ah bah, j'ai pas de nouvelles
de quelqu'un de ma famille, très clairement, les forces de l'ordre s'en foutaient. Parce que rappelons que c'était pour beaucoup des jeunes femmes avec des difficultés mentales et voilà, donc et placées par la DAS. Donc vraiment, les forces de l'ordre s'en foutaient. Et en fait, donc il y a eu une première saison qui revenait là-dessus, qui tout de suite sur France.tv a fait un énorme carton. Donc du coup, ça a poussé la prod à faire une deuxième saison, puis une troisième saison, qui reviennent notamment sur Fourniret aussi, qui a aussi beaucoup, entre guillemets, œuvré dans cette région, et d'autres cas un peu moins connus de notables, notamment un notable qui torturait, enfin qui enlevait des femmes pour les torturer. Et après, les notables de la région pouvaient venir et payer pour que ces jeunes femmes soient torturées devant leurs yeux. Pareil, un peu dans l'indifférence générale. Et en fait, vraiment, la série doc est formidablement bien faite. Ça revient sur ces histoires dont on pensait tout savoir et absolument pas. Ça revient aussi sur ce qu'on a pu voir aussi, par exemple, dans Sambre, à savoir dans les années 70-80, en fait, ce qui se passait pour les femmes, on s'en foutait un peu. C'était pas bien grave. Et voilà, je vous conseille vivement de regarder. Alors, il faut avoir le cœur bien accroché. Il y a eu 3 saisons, il n'y en aura pas plus. Moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que le succès sur France.tv a fait que, du coup, France Télé a décidé de faire la suite et donc de revenir sur d'autres cas importants, aussi d'un pédophile dans un petit village où personne croyait la victime, et donc de mettre en lumière, remettre l'accent sur ces victimes, leur redonner des noms, et pour qu'elles ne soient plus juste les victimes de Émile Louis ou Michel Fourniret, mais des femmes à part entière. Alors pour le coup, c'est une vraie découverte, parce que moi, personnellement, j'en avais jamais entendu parler de cette émission. Ouais. Non, mais vraiment, France.tv, moi, me surprend beaucoup. Là, autre coup de cœur, ils ont mis en catimini, une fois que vous avez regardé La Conspiration du Silence, ils ont mis en catimini un dessin animé génial qui s'appelle Daria, que les gens de ma génération aimaient beaucoup. C'était sur MTV à l'époque. Et en fait, il était introuvable et ils l'ont mis sans prévenir personne. Donc, fouillez sur France.tv, il y a des jolies petites pépites. Pardon. Et alors, Juliette, en termes de pépites, toi, je crois que tu nous as simplement déniché la meilleure série médicale de tous les temps, rien que ça. Alors, pour affirmer un truc comme ça, quand même, il faut avoir les arguments derrière. Ouais, moi, Laurence, je suis dans la mesure, tu vois. J'hésite pas, j'affirme. Non, effectivement, Marc, tout à l'heure, il parlait d'amour déçu. Moi, c'est un amour ressuscité parce que j'ai très, très longtemps adoré les séries médicales. Mais j'ai aussi, depuis très, très longtemps, été lassée par les intrigues très ressemblantes de Grey's Anatomy, Good Doctor, New Amsterdam. J'avais l'impression de voir tout le temps la même chose. Et Max, la plateforme de streaming Max, m'offre The Pitt. Là, en ce début d'année, qui signe les retrouvailles de l'équipe d'urgence. Donc, on retrouve Noah Wyle, l'inoubliable Dr. John Carter, voilà, que les fans n'auront pas oublié. Et en fait, ils retrouvent John Wells et R. Scott Jamil, très dur à prononcer, qui étaient en fait les producteurs d'urgence et qui là signent et la production et le scénar de la série. J'avais forcément beaucoup d'attentes et elles n'ont pas été déçues. En fait, ce qui est super avec The Pitt, c'est qu'on mise sur le réalisme à fond. Donc là, fini les siestes crapuleuses entre 2 pontages dans Grey's Anatomy, bisous Meredith. Là, l'idée, c'est vraiment d'être dans le réalisme à fond, dans la forme d'abord, puisque The Pitt, c'est une saison de 15 épisodes. Ces 15 épisodes d'1 heure représentent 1 heure d'une même journée de garde. Donc, en fait, sur les 15 épisodes, on va suivre la journée de garde de 15 heures des équipes de l'équipe des urgences d'un hôpital de Pittsburgh en Pennsylvanie. Donc, il y a vraiment un côté un peu 24 heures chrono, mais surtout les urgences en temps réel. Ça offre un montage qui est super rythmé. Moi, j'avais un peu peur justement du côté gavage, de voir beaucoup de choses, du coup de pas retenir, de me dire ok, on veut juste me faire une démonstration formelle. Et en fait, ça marche super bien parce qu'ils arrivent à alterner les cas longs, les cas rapides. Honnêtement, moi, j'ai été bluffée. Il y a un côté très chorégraphié. Il y a le ballet des soignants, le ballet des patients, de la salle d'attente aux différentes
différentes salles d'examen. C'est millimétré, c'est précis, ça varie dans les rythmes, tu vois, du côté très lent, où on a des moments de dialogue et très humains, que ce soit entre les soignants ou de soignants à patients pour discuter, et puis des moments d'action où c'est vraiment, on rentre dans la série d'action, où là, par contre, ce n'est pas forcément regardé avec les enfants, puisqu'on est sur du réalisme vraiment très cru au niveau des pratiques, des opérations médicales, donc il y a des plaies très grandes ouvertes avec beaucoup d'organes, des mâchoires qui sont remises dans des sens où elles ne devraient pas être remises. Bon appétit. Voilà. Mais du coup, ça rend le tout très réaliste. Et surtout, pour moi, au-delà de l'intelligence formelle de la série, ça sert un portrait qui était indispensable, qui est de faire un portrait de l'hôpital moderne américain d'aujourd'hui. Donc, on parle des conditions de travail difficiles, des tensions entre patients et soignants, la pression psychologique infernale qui est mise aux soignants, et puis aussi ce côté rendement qu'a l'hôpital américain, contrairement à l'hôpital public français, que pour le coup on a la chance d'avoir. Donc voilà, tout ça c'est dit, c'est affirmé, c'est exploré de plein de façons différentes par plein de personnages différents. Du coup, ça fait jamais très militant ou on n'arrive pas avec les gros sabots. Et puis c'est dit aussi avec de l'humour. Il y a beaucoup de réparties dans cette série. Donc moi, il y a des moments où j'ai éclaté de rire, il y a des moments où je ne m'y attendais pas. Donc pour moi, ça c'est très intelligent. Et puis en fait, ce chassé-croisé patient-soignant, ça permet aussi de dresser plein de petits portraits, des portraits de gens qui viennent là et puis qui meurent, et puis des gens qui sont dans la détresse sociale, qui sont pas accompagnés, puisque le système médical américain, de soins américains est très différent du nôtre et très compliqué d'accès. Donc voilà, on dresse plein de petits portraits qui sont vraiment très universels. Je pense que c'est une série qui se mérite, c'est-à-dire que je le disais d'ailleurs à Émilie quand on en parlait, je pense que c'est pas flagrant que c'est la meilleure série médicale de tous les temps dès les 2 premiers épisodes. Je pense que faut laisser à la série le temps de rentrer, de s'installer. Ouais, faut rentrer dans ce rythme de 1 heure d'un épisode égale 1 heure dans la même journée. Faut rentrer là-dedans, justement, comme ils savent qu'ils ont 15 épisodes. Paradoxalement, même si c'est une série qui a un rythme vertigineux, ils prennent vachement leur temps sur l'installation des personnages. Donc il y a des personnages qu'on se voit au début, on se dit ouais, ok, c'est un peu facile, c'est des personnages faciles, et en fait ils se développent et c'est des personnages qui se méritent. Voilà, il n'y a pas ce côté la médecine héroïque aussi dont moi j'ai un peu marre dans les séries médicales où Meredith Grey c'est Dieu quoi. Le cas le plus insolvable, elle le résout. Non là, voilà, c'est voilà, moi franchement c'est un vrai coup de cœur. Je pense que c'est une série à laquelle il faut laisser son temps. Au bout de l'épisode 3-4, honnêtement, moi je n'arrivais plus à décrocher. On m'a donné les 10 épisodes, j'ai mangé le 1 et le 2, je les ai pas enchaînés, et ensuite après j'ai tout bouffé d'un coup. Honnêtement, c'est un vrai coup de cœur, et puis ça redonne un peu du souffle au genre médical, et ça fait pas de mal. Après, peut-être que du coup, par rapport à ce que tu dis, peut-être de laisser le temps à la série de s'installer, peut-être que le rythme de diffusion sur Max, je crois que c'est 2 épisodes la première soirée et ensuite un épisode par semaine. C'est peut-être pas mal pour justement alors oui et non, justement on en parlait avec Émilie. Je pense que c'est pas mal parce que on reprend aussi ce côté série qui s'installe dans le temps. Je pense que c'est des personnages auxquels justement on va s'attacher, et donc on sera content de suivre sur la longueur. Maintenant, le fait que ce soit des épisodes qui représentent la même journée, il y a la menace de s'y perdre en fait, et notamment Émilie, elle a pas, elle aurait besoin, elle me disait qu'elle avait peut-être besoin d'enchaîner. Ouais, on a regardé les 2 premiers épisodes. Je me suis mise à la place d'un téléspectateur lambda parce qu'effectivement, j'avais reçu aussi les 10, mais je me suis dit je vais voir. Et en fait, c'est vrai que j'avais une énorme attente sur cette série parce que Noah Wiley, parce que l'équipe et tout ça, et qu'en plus Juliette avait dit que c'est la meilleure série médicale de tous les temps, et voilà, la vie de Juliette compte beaucoup pour moi. Et en fait, on s'est fait les 2 épisodes, on en avait que 2. Et en fait, j'étais là, je fais, ok, why not? En fait, j'étais vraiment pas. Le premier épisode est un peu, brut de décoffrage. Voilà, brut. Le deuxième, tu commences un peu à rentrer dedans, puis en fait, après, en fait, faut que t'attendes. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas dit ça, mais là, j'étais vraiment très frustrée. J'avais envie de voir la suite. Ouais, j'avais envie. Et d'autant plus que, comme me l'a expliqué Juliette, c'est vraiment à partir du 3 où là, t'as envie de les enquiller. Donc, je comprends l'idée de... Et encore une fois, la dernière fois, quand je parlais de disclaimer, j'aime bien quand certaines séries ne viennent qu'une semaine après l'autre. Là, je pense que... Enfin, moi, en tout cas, j'ai une grosse frustration et j'attends de voir la suite, mais je suis pas en mode... ça arrive quel jour? Parce qu'en fait, les 2 premiers sont
sont comme disait Juliette, faut la mériter, je pense. Et pour le côté gore, oui, attention, hein, trigger warning. Moi, ça faisait depuis Nip Tuck que j'avais pas vu un truc aussi gore. Ah ouais, quand même. Donc, voilà, je vous préviens, ne mangez pas devant. On a fait ça, c'est une très mauvaise idée. Changement d'ambiance, moi je vais aussi vous partager mon petit coup de cœur de ce début d'année. Marc, je pense que tu vois de quoi je parle. Alors pour une fois, je vais vous étonner, ce n'est pas une série. Oh my god! Et non, il s'agit d'un documentaire, comme quoi je peux aussi regarder deux documentaires. Ça s'appelle Resilient Man. Non. Et ça s'appelle Resilient Man sur Canal+. C'est l'histoire de Stephen McRae, qui est un danseur australien, danseur étoile au Royal Ballet de Londres, et à qui il va arriver ce qui peut arriver de pire pour un danseur, c'est-à-dire une grave blessure. Il se déchire le tendon d'Achille sur scène. Voilà, sans savoir si il pourra redanser un jour. Donc il est opéré. Au début, c'est même pas question de danser, c'est tout simplement remarcher. Il dit qu'il met à peu près 1 an avant de se sentir vraiment capable de marcher à peu près normalement. Donc pas question de renfiler les chaussons de danse tout de suite. Et voilà, il tient quand même à remonter sur scène. Donc on la suit pas dès le début, mais on prend un peu en cours de route au début du documentaire, donc sa longue rééducation avec un programme hyper strict concocté pour lui spécialement par les équipes de sa compagnie. Et donc on suit, voilà, c'est hyper émouvant, on suit sa rééducation, les répétitions. Puisque au moment où démarre le film, dans quelques semaines, il s'apprête à remonter sur scène pour la première fois. Voilà. Et c'est là aussi où le film est très malin, c'est parce que justement ce premier ballet après la blessure, donc qui vient quand même quasiment 2 ans après le jour de sa blessure, c'est pas le but ultime. Voilà, c'est le premier ballet, il arrive au bout de 20 minutes, une demi-heure de film. Et c'est aussi tout ce qui se passe après ça, parce qu'on remonte sur scène une première fois, mais après, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit les répétitions, les rééducations, ces moments de doute, bien sûr. Il y a aussi des moments intimes de famille, parce que sa blessure, ça a impacté toute sa famille. C'est un jeune papa, un papa de 3 jeunes enfants. Son épouse, bien sûr, qui a assumé la charge de la famille, qui était une ancienne danseuse du ballet elle également. Et bon, alors moi, voilà, vous le savez, j'adore la danse, donc forcément, ça m'a touchée. Mais je pense que ça peut aussi toucher beaucoup de monde, même quand on n'aime pas forcément la danse, qu'on ne connaît pas ce milieu. On a des frissons quand on le voit parvenir à son but ou pas, parce qu'on ne va pas spoiler. Les frissons, je pense qu'elles viennent aussi de la musique du film qui accompagne tout le film. Une musique originale qui est signée du compositeur Sylvain Millepied. Le nom vous dit peut-être quelque chose parce que c'est le frère du danseur et chorégraphe Benjamin Millepied. Voilà, et c'est un film hyper touchant, très malin. Ça apporte aussi une réflexion sur de lui-même. En fait, il réfléchit beaucoup sur sa vision du métier. Est-ce que les danseurs sont des sportifs, sont des artistes? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être un danseur? Des danseurs classiques à qui on demande toujours plus. Voilà, on en a aussi beaucoup entendu parler avec le Parade Paris ces dernières années. Bref, j'ai trouvé ça hyper touchant. Et je pense que l'on connaisse ou non la danse, c'est une histoire de résilience, comme le titre l'indique, qui peut parler à beaucoup de gens. Voilà, donc je recommande fortement. Tu le vends bien, vendu, ouais. Allez, on enfile le chausson, allez, on y va. Exactement. La série dont on va parler tout à l'heure, c'est pas les chaussons de danse, ce serait plutôt, je sais pas, les gants de boxe, les survêtements, voilà. Les gilets pare-balles. Seulement. Alors, est-ce qu'elle a été un coup de gueule ou un coup de cœur pour nos chroniqueurs, pour vous les auditeurs? En tout cas, une chose est sûre, je pense que c'est que personne vraiment n'a pu échapper au phénomène Squid Game. Alors, est-ce que vous vous souvenez ce que vous faisiez le 17 septembre 2021 ? Je regardais pas Squid Game. Eh bien voilà, moi non plus, je ne regardais pas Squid Game ce soir-là. Pourtant, c'est le jour où est sortie la saison 1 sur Netflix. Alors, 1, parce que j'avais encore jamais regardé de série coréenne de ma vie à l'époque. Et 2, parce que la série, en fait, il faut se souvenir qu'elle est sortie en catimini. Netflix n'avait pas du tout fait la promo de Squid Game à sa sortie. Et elle est devenue le phénomène qu'on connaît aujourd'hui avec, en fait, un bouche à oreille énorme qui a pris en très peu de temps sur les réseaux sociaux. Et donc là, enfin, quand on a lancé les épisodes, c'est vrai que ça a été un choc en découvrant ces jeux mortels dans lesquels ces candidats s'affrontent dans l'espoir de décrocher une somme astronomique s'ils sont les seuls survivants.
La saison 2 a mis quand même 3 ans à sortir. Donc l'attente était énorme. Elle est enfin arrivée sur Netflix le 26 décembre. Et notre experte en série coréenne, Aubéry Mallet, a donc passé un joyeux Noël devant son écran. Bonjour Aubéry. Bonjour, c'était magnifique. Beau cadeau. Alors tout d'abord, Aubéry, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 2 de Squid Game ? Est-ce que ça a valu le coup d'attendre 3 ans pour ça ? Alors, ça valait le coup d'attendre. Déjà parce que je pense que tout le monde était très curieux de découvrir la suite du phénomène. Je trouve que le créateur a réussi, malgré le concept qui est très fort de base, à un peu réinventer d'une certaine manière le concept. Alors évidemment, on n'a plus le choc de la première saison parce que voilà, c'était un peu inédit, bien que une série comme Alice in Borderland qui est sortie juste avant avait un peu déjà fait la même chose. Mais je trouve qu'il a réussi à rapporter de la nouveauté, notamment par rapport au système de vote, par exemple, qui est un truc assez redoutable, qui rapporte encore plus de chaos parmi les personnages. Et aussi, justement, les personnages, je trouve que c'est vraiment la force de cette saison 2. C'est ce grand panel, beaucoup plus important que la saison 1. Et on s'attache beaucoup à tous ces nouveaux héros. Et du coup, on est là, on est derrière eux, on a envie qu'ils survivent. Bon, on sait très bien qu'on va avoir le cœur brisé à un moment ou à un autre. Ah bon, ils vont pas tous survivre ? Écoute, peut-être, on ne sait pas. Et on n'a pas encore vu la saison 3. Mais voilà, et je trouve aussi que ce que j'ai apprécié dans cette saison 2, qui était plus courte de 2 épisodes, c'est qu'il a supprimé ce qui, moi, ne m'avait pas du tout plu dans la saison 1, c'est-à-dire tout ce qui était les VIP, qui sortaient vraiment je trouvais que ça nous sortait vraiment du jeu. Et moi, personnellement, alors je vois que ça hoche de la tête à côté. Moi, c'est quelque chose que j'avais pas du tout apprécié. Je te confirme. Voilà, moi, je trouve que ça nous sortait un peu du jeu, et je trouve que le fait de mettre, et vu qu'on peut spoiler, vu que maintenant tout le monde l'a vu, le fait de mettre le maître du jeu à l'intérieur du jeu, c'est une façon aussi du coup de twister un peu ça, qui m'a particulièrement plu. Alors, qui se jette à l'eau ? Ah non, mais c'est ouf, c'est la première fois, je crois, que je suis d'accord avec tous les arguments d'Aubéry. Mais dingue. Je te jure que c'est vrai. C'est parce que c'était Noël. Le miracle de les Noël. arguments de la personne qui vient défendre son parti pris. Oui. Alors pourquoi, Émilie ? Alors, moi, j'ai adoré cette saison 2. J'ai adoré déjà, j'ai trouvé que le fait qu'on rentre pas tout de suite dans le jeu, c'était très malin. Le premier jeu qu'on a, parce que je m'en fous, je spoil, hein, m'écoutez pas si vous voulez pas être spoilé. Le premier jeu qu'on a, c'est le mythique jeu de la dame, enfin de la nana. 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. Donc après, t'as un espèce de truc de j'espère que je vais pas avoir tous les mêmes jeux. Eh ben non, il y a pas les mêmes jeux. Les jeux sont tout aussi pervers, voire plus. Je trouve que la réal est assez chouette. Je suis d'accord avec Aubéry, les nouveaux personnages sont très cool. J'ai aimé le fait qu'ils apportent de l'humour, chose qu'on n'avait pas du tout en saison 1, avec notamment le rappeur là, qui est drogué H24 et du coup qui est improbable. Donc en fait, tu te retrouves dans un truc où tu vois des gens en train de se faire tuer et en fait, de temps en temps, tu te tapes un petit fou rire. J'ai trouvé ça super malin. La rébellion, pareil, je trouvais qu'elle était bien amenée. Je suis d'accord avec Aubéry, les VIP en saison 1, ça m'a saoulée. Voilà, j'étais là, je suis bon, ok, super. Bon, on a compris qu'il y avait des gens qui regardaient, on n'est pas obligé de les voir 44 fois. Moi, la saison 1, je l'avais bouffée en français, donc j'étais bien contente parce que la saison 2, je l'ai regardée en coréen et c'est le seul problème pour moi que ça a Netflix. Que tu peux pas faire de puzzle en même temps. Oui, du coup. et puis la langue coréenne, je sais pas, j'ai un petit peu de mal parce qu'elle me fait beaucoup rire. Mais voilà, j'ai trouvé la saison 2 vraiment très réussie, très maline. On sent qu'en 3 ans, ils n'ont pas chômé et que effectivement, c'est rare quand une saison 2 est aussi bien, voire mieux que la saison 1. Je dirais pas qu'elle est mieux que la saison 1 parce que là, on n'a plus l'effet de surprise, mais je trouve qu'elle est vraiment à la hauteur de la première. Parce que c'était un peu le risque, je trouve, quand on a une série à concept aussi fort que c'était le cas avec Squid Game, de se dire, en fait, une saison 1, ça suffisait et on va forcément être déçu par la suite. Juliette, déçue ou pas déçue ? Bah, pas emballé. Honnêtement, oui, ils ont rempli le cahier des charges de ce qu'il fallait faire pour permettre scénaristiquement à la série de revenir. Donc, ces 2 épisodes d'introduction, on n'est pas dans le jeu, où effectivement, ça enrichit un peu l'univers Squid Game. Effectivement, il y a des nouveaux jeux, il y a des nouveaux personnages. Moi, les personnages de la saison 1, je trouvais que c'était déjà le point fort. C'est-à-dire que je m'étais déjà énormément attachée aux personnages. Ça avait été un crève-cœur quand ils étaient morts. On explorait plein de types de personnages différents, de minorités différentes et la situation. Donc, en fait, pour moi, il y a quand même l'effet redite qui a pesé sur mon visionnage, honnêtement.
effectivement, ils ont mis plein de nouveautés, mais moi, j'ai quand même l'impression de revoir la saison 1. Juste, c'est la suite de la saison 1 parce qu'il y a des nouveaux jeux, mais tu vois, ça m'a pas mis l'effet claque qu'avait pu me mettre la saison 1. Je pense, j'attends de voir la saison 3, mais je pense que ça aurait peut-être été efficace de boucler l'histoire en 2 saisons à la limite, parce que là, du coup, on tire sur la corde pour remontrer les jeux, etc. On tire sur la corde. À mon sens, Netflix a été bluffé eux-mêmes par leur propre succès. Je pense qu'ils ont voulu... ils veulent exploiter le succès à fond, ce qui se comprend, mais là, du coup, je pense qu'avoir signé d'emblée pour 3 saisons, ça oblige aussi les scénaristes à tirer l'intrigue en pensant 2 saisons et pas 1. Et je pense que ça, c'est un vrai problème. Ce qui est réussi, effectivement, c'est par exemple le fait que le maître du jeu soit à l'intérieur du jeu. Ça, en fait, effectivement, c'est une bonne conséquence de la saison 1. C'est qu'en saison 1, on avait découvert que le vieux monsieur, en fait, était le créateur du jeu et qu'il était dans le jeu. Donc là, il y a ce côté qu'on n'avait pas au visionnage de la saison 1. On se méfie de tout le monde parce qu'en fait, n'importe quel joueur dans le jeu pourrait potentiellement être un infiltré. Donc ça amène un peu de piment, un peu d'enjeu. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord sur ce côté. On est content d'être débarrassé des VIP. En fait, pour moi, les VIP, déjà, on les a pas vu 44 fois. Pas qu'on les voyait beaucoup, je crois peut-être 1 ou 2 épisodes. Je suis toujours dans la demi-mesure, tu le sais. Absolument. Et en fait, pour moi, il disait quelque chose d'intéressant. En fait, Squid Game, qu'est-ce qu'on disait avec Squid Game en saison 1 ? C'est que c'est le capitalisme qui gagne, c'est-à-dire c'est des gens très riches qui s'amusent de voir des gens très pauvres se battre à mort, et en fait d'avoir la présence des VIP, ça offrait justement la perspective de ces gens qui se divertissent par ça, et le fait de plus avoir les VIP, je trouve qu'on perd le côté moral, social, politique aussi de la série, qui était de dire, en fait, le vrai problème de Squid Game, au-delà du fait qu'il y ait des gens qui se tuent pour de l'argent, c'est que ça divertisse des gens qui ont tout pouvoir parce qu'ils ont de l'argent. Et comme on n'a pas les VIP, que d'un coup ils ont disparu, moi le maître du jeu il m'intéresse, ça m'intéresse de savoir ce qu'il fait, pourquoi il se met dans le jeu et tout. Mais le fait de ne pas avoir cette double perspective, moi ça me manque, parce que du coup on perd de la puissance politique de la série, qui moi était ce qui m'avait plu en saison 1. Alors Marc, Team Rond, on continue ou Team Croix, on arrête ? En fait, Team Rond, parce que j'ai envie de voir la saison 3, parce que je suis resté sur ma fin sur cette saison 2, un peu comme Juliette. J'ai l'impression que c'est une saison 3 part 1, quoi. En fait, c'est genre... Donc du coup, je trouve que ça tire un peu sur en longueur. Les 2 premiers épisodes à Séoul, je trouve pas non plus extraordinaires. Beaucoup de gens qui les aiment, moi je les trouve un peu longs. Peut-être qu'un aurait suffi. Ouais, un seul aurait suffi. Franchement, on comprend rapidement où on va en venir. Et après, oui, il y a l'effet redite qui est obligatoire, en fait, malheureusement. Et surtout, je trouve que visuellement, la série ne se renouvelle pas des masses, alors qu'en saison 1, c'était quand même assez fort visuellement, quoi. Vraiment, il y a une imagerie Squid Game qui est extrêmement forte. Et là, elle ne se renouvelle pas des masses. Il y a le carrousel un peu, je trouve, qui renouvelle un peu ça, où l'image est vraiment assez incroyable. Quand tu découvres le carrousel, tu te dis waouh, ok. Je suis assez d'accord avec Juliette sur le côté politique qui est un peu parti là, dans la saison 2, qu'on n'a plus trop. Moi, je trouvais ça intéressant aussi, les VIP dans la saison 1. Mais je suis d'accord aussi sur le fait qu'il y a des personnages qui sont intéressants. Et notamment le personnage transgenre Lee Yoon-ju, j'espère que je le dis bien, ou le duo mère-fille qui au début m'agaçait et qui au final je trouve très attachant. Donc voilà, il y a des personnages auxquels tu t'attaches quand même, et j'aime bien le retournement à la fin, effectivement la rébellion. Je trouve que le dernier épisode est très réussi quand même. L'épisode est très fort, t'es vraiment en tension tout le temps. Donc ça donne quand même envie de voir la suite. Et effectivement, les intrigues, les théories, on va en parler après. Ça ouvre pas mal de possibilités, donc on va dire intellectuellement c'est satisfaisant parce que tu commences à te projeter. Après, honnêtement, les 7 épisodes-là, la saison 2, je me suis un peu ennuyé. Le créateur a dit qu'il avait imaginé l'histoire, en fait, la deuxième arche de la série, sur 13 épisodes. Et du coup, ils ont coupé au milieu. Et c'est peut-être aussi pour ça que du coup, les gens sont restés sur leur fin et se sont dit, purée, c'est pas vraiment une fin. Et c'est une chose qui a été beaucoup soulignée sur les réseaux sociaux. Parce que du coup, justement, il avait cette idée sur 13 épisodes. Et ils se sont dit, peut-être 13 épisodes d'une saison, c'est trop. Et voilà, au lieu de faire une partie 1, partie 2, ils ont dit, OK, on va faire une saison 2, une saison 3. Et du coup, ils ont coupé à ce moment-là. Un peu artificiel, finalement. Voilà. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi que la fin, elle est un peu... Oui, mais pour une fois, on sait qu'il y aura une suite. Oui. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que oui, on est frustré, mais on sait qu'en fait, la suite, elle arrive. Il y a des séries, on le sait très bien. Elle s'arrête sur un cliffhanger et en fait, on nous dit, bah non, finalement, on l'annule. Donc là, je suis un peu moins frustrée que sur d'autres séries parce que je sais que la fin, je l'aurai bientôt. Mais du coup, est-ce que c'était nécessaire d'avoir cette espèce de prologue à la saison 3 finalement ?
ou cette espèce de saison 3 coupée en deux, ou c'est comme saison 2 coupée en deux. Comme Bah, il y a beaucoup de séries qui font ça. Enfin, depuis la nuit Mais des c'est temps, pas mais une c'est bonne le idée. fond, c'est bien. Ah Ouais. oui. Alors, C'est Aubery, une la saison 3, effectivement, elle est déjà tournée. Est-ce qu'on a des infos, du coup, sur ce qui nous attend dans la suite? Eh bien, j'aurais bien aimé vous spoiler, mais nous ne savons strictement rien, à part la petite scène que vous avez pu voir dans le générique du dernier épisode, qui donc a été expliqué par le créateur, qui sera un des jeux de la saison 3. Mis à part ça, c'est un peu le flou. Une idée de la date de sortie potentielle? Ouais, la date de sortie potentielle, c'est 2025, c'est sûr. Donc, on va patienter, mais on va pas patienter longtemps. Le créateur a dit que ce serait été ou automne. Il y a eu, a priori, une petite boulette côté Netflix à la sortie de la saison 2, puisqu'ils ont publié une vidéo sur YouTube qui, depuis, a été retirée très, très rapidement, dans laquelle était mentionnée une potentielle date de sortie au 27 juin. Donc, même si c'est pas le 27 juin, a priori, ça va quand même arriver vite versus les 3 ans qu'on a attendu pour la saison 2, ouais. Mais j'ai une info qui va faire plaisir à Marc et Juliette. On sait que les VIP seront de retour. Voilà. Let's go! Voilà, c'est la seule chose qu'on sait environ. Et alors, on l'a dit, c'est une série qui suscite énormément de théories chez les fans. Ils n'arrêtent pas de repérer des petits détails comme ça, pour savoir vers quoi on va aller pour la suite. Parmi les théories que vous avez traitées, elles sont nombreuses, Juliette, Aubery, lesquelles vous semblent a priori les plus crédibles? Alors, la théorie numéro 1 chez les fans, et qui, je pense, est une très bonne théorie, c'est que le maître du jeu va finir par se ranger du côté de Ji-Yoon et des joueurs. Il y a eu des réactions très drôles sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ont un peu suivi, et si vous n'avez pas suivi, cherchez, sur Ji-Yoon et le maître du jeu, qui sont presque devenus un ship. Les gens veulent les voir en couple. C'est à la fois gênant et drôle. Et les acteurs, d'ailleurs, ont réagi dans une très drôle vidéo à tout ça. Et je pense que ça, c'est vraiment la théorie la plus basique, et je pense qu'il va vraiment devenir réalité. Pas sur le couple, mais sur le fait qu'il va l'alliance. Alors, peut-être, mais non, sur l'alliance, parce que du coup, lui, le fait qu'il soit dans le jeu, du coup, et même l'acteur l'a dit, que ça pouvait aussi lui permettre de, découvrir aussi ce que les autres sentent, parce que lui, il est à l'extérieur, donc il observe, mais il se rend pas forcément compte de ce que les joueurs peuvent ressentir. Donc, je pense qu'il y a des très fortes chances que ce soit le cas. En plus, du coup, à la fin de la saison, il sait pas que c'est lui. Pas que c'est Ouais, lui. bien sûr. Et il a fait croire qu'il était mort, je vous rappelle. Ouais. Donc, du coup, je pense que ça peut aussi être un peu un reveal en mode j'enlève mon masque, je suis avec toi. C'était moi, bébé, tout ce temps. Et alors, et les théories sur les autres joueurs Moi, la théorie que j'avais formulée en regardant la série et qui s'est que d'autres fans ont formulé sur les réseaux sociaux, elle concerne le joueur 246. Évidemment, vous savez qui c'est quand je dis ça. Non, c'est le papa de la petite fille qui donc participe au jeu parce qu'il doit financer les traitements pour la leucémie de sa petite fille. Et donc, pendant toute la saison, il y a cette espèce d'arc où lui, c'est un joueur lambda, mais il est quand même surveillé par la garde nord-coréenne qu'il connaît du parc d'attractions. Et dans le dernier épisode, cet homme est abattu puisqu'il fait partie des gens de la rébellion qui se retrouvent sans munitions. Et il se retrouve face à un garde. L'espace d'un instant, on se dit c'est elle, donc elle va pas le tuer. Et en fait, non. Et elle lui tire dessus et on nous fait comprendre qu'il est mort. La théorie, ce serait qu'il n'est évidemment pas mort. Puisque quand même une des autres intrigues de cette saison 2, c'est toute cette histoire de trafic d'organes sur les joueurs qu'on fait pas tout à fait mourir exprès pour prélever leurs organes. Donc la théorie voudrait qu'elle les blessait évidemment, mais de façon non mortelle, pour qu'ils soient justement récupérés dans ces cercueils à petites croix et qu'ils passent par le circuit des trappes secrètes, pour aller là-bas. Sachant que elle en plus, elle s'est embrouillée méchant avec ses gardes qui font ça et qu'elle s'est quand même fait bastonner et qu'elle a pas l'air d'être du genre à pas prendre sa revanche. Donc voilà, la théorie, ce serait que intentionnellement, elle l'aurait blessé sans le tuer et qu'elle profiterait justement du fait qu'il soit exfiltré par ce circuit secret pour lui sauver la vie et par la même occasion foutre une raclée aux 3 petits cons. Et moi, je carrément. Ouais, carrément. Mais oui, t'as raison. Moi, il y a une question que je me suis posée parce que si on compare avec les séries plus classiques dont on a l'habitude, notamment sur les chaînes françaises, les chaînes linéaires, est-ce qu'ils vont vraiment aller jusqu'à tuer la femme enceinte ? Oui.
Ouais. Pour moi, ils osent tout Squid Mais Game, ouais. donc j'ai un peu peur que justement, on n'a pas eu de mort très forte là sur cette Justement. saison 2, et c'est Quand pour même ça, l'ami de Ji-hoon quand même à la fin. Mhm. hein, c'est une mort fort. choc, mais tu vois, moi quand la nana de la saison 1, je n'ai plus son nom, excusez-moi, qui venait de Corée du Nord, C'est Oui. Hyuk. elle mourait, moi voilà, là j'avais pleuré. Là cette saison, c'est un bon indicateur, j'ai pas Il y en a, pleuré. ouais. Donc c'est une mort choc. Maintenant, le côté on ose tout, on se doutait que Ji-hoon et son ami allaient pas arriver vivants tous Bien les sûr. deux ensemble à la fin. Moi, je pense qu'ils sont capables de la tuer. Et pardon, hein, mais désolé, hein, après c'est que des personnages, on s'en fout, mais il faut pas tomber dans le truc de Walking Dead où au bout d'un moment, en fait, on voulait plus trop tuer les principaux parce que tu comprends, on va pas vexer les fans. Non, en fait, ce qui était l'intérêt de Walking Dead au tout début, c'est que tu savais très bien que tout le monde pouvait mourir. Squid Game, c'est la même chose. Donc il faut pas qu'il tombe vraiment. Après, c'est déjà tourné, donc puis je suis pas sûre qu'il nous écoute. Quoique, il devrait. Peut-être. Mais il faut vraiment pas qu'il tombe dans le truc de on va sauver tout le monde parce que vraiment, ça va me saouler. Et alors, comment est-ce que vous aimeriez les uns et les autres que ça se finisse? Aubéry? Moi, je pense que ça ne peut pas bien se finir. Sinon, je trouve que ça dénature totalement le propos de la série. J'espère qu'ils ont osé tuer Ji-hoon parce que je trouve que ce serait vraiment une fin super impactante. Bien sûr. Et je pense que, voilà, est-ce qu'on peut vraiment attendre une fin positive de cette série? En tout cas, moi, c'est pas ce que j'attends. Et j'espère que c'est pas ce qui a été fait, en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord. Et moi, j'avais imaginé un truc qui est peut-être un peu tordu, mais qui pourrait aller avec le côté comme assez sombre de la série. C'est que Ji-hoon finisse quand même par reprendre les commandes, mais qu'il soit tellement marqué, et tellement traumatisé par le jeu qu'au final, c'est le truc de l'abuseur Ils abusé. deviennent le maître du jeu. Voilà, il devient le maître du jeu et il recommence à nouveau des jeux mortels. Voilà, ça se termine comme ça, qui serait assez sombre, mais qui pourrait quand même coller C'est une aussi bonne théorie. au côté un peu quand même assez dark de la série, quoi. Émilie? J'aime beaucoup vos deux théories. Franchement, moi, je me laisse en général porter. Je veux absolument qu'il le tue, Ji-hoon. Je l'ai bien dit. Mais je sais juste une chose, c'est que cette série va me manquer parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu une série qui rameutait autant de gens, avec autant de réactions, autant de discussions, autant, tu vois, que ce soit sur les réseaux ou entre potes. Parce qu'en général, tu regardes une série, t'es pas sûr que dans ton groupe de potes, tout le monde l'ait vu. Là, tout le monde l'a Celle-là, vu. oui. Et je trouve ça chouette qu'on ait à nouveau ces programmes-là, parce que ça fait quand même très très longtemps qu'on n'a pas eu ça. Donc ouais, Squid Game va pas mal me manquer pour ça. Juliette, une théorie sur la fin? Pour moi, honnêtement, je suis du même avis que Aubéry. C'est une série qui est profondément cynique. Il faut qu'elle le reste. Donc, il faut que le capitalisme gagne à la fin. Parce que sinon, effectivement, on aura fait tout ça pour rien. Nous, on n'y est pour rien. Ah oui, je dis Netflix, le monde, quoi. Netflix, le monde. Netflix, le monde, J'aime beaucoup cette évidemment. phrase. Mais non, j'aime beaucoup la théorie de Marc. Moi, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée particulière parce que j'ai pas envie non plus, tu vois. Autant je crois au fait que le maître du jeu va réintégrer, va s'allier à Ji-hoon à un moment ou un autre, mais j'ai pas envie non plus que ça devienne un sauveur, en fait. Moi, ce que j'aime dans Squid Game, c'est justement, c'est les personnages amoureux et voilà. Et j'espère qu'il y aura des nouveaux personnages, peut-être, qui vont venir nous surprendre en saison 3. En tout cas, moi, j'ai besoin d'un truc dark pour bien finir la série, quoi. Ouais. Bon, alors clairement, on sait que c'est la fin, mais la fin. La saison 3 sera la dernière de Squid Game en tant que telle, mais on n'a pas fini d'entendre parler de Squid Game, rassure-toi Émilie, parce que, alors notamment, il y a un projet d'adaptation américaine, moi, j'avais je crois. justement une idée d'une fin qui aurait pu aussi ouvrir à ça, sur l'adaptation. Je me suis dit, pourquoi pas, du coup... c'est pas ce que je souhaiterais, mais que la fin se termine plutôt bien, qu'ils réussissent à mettre fin au jeu, mais qu'on découvre dans la dernière scène que les jeux ont lieu autre part. Visuellement, c'est facile parce qu'avec les personnages coréens, par exemple, des personnages anglais, c'est assez facile à mettre en scène. Et je me suis dit que ça pourrait justement ouvrir sur l'adaptation qui a pas vraiment été annoncée, mais bon, c'est des grosses rumeurs. On sait que c'est en développement. Ouais. Oui, tout à fait. Un peu en mode, finalement, ce qu'on disait, un peu comme sous la scène, on découvre que les requins sont allés dans d'autres pays. C'est un réseau. Ça serait assez logique par rapport aussi aux propos sur la mondialisation, Bien sûr, la capitalisation complètement. mondiale. Ouais.
Ce qu'on sait aussi des rumeurs qui nous sont revenues aux oreilles sur cette adaptation aux États-Unis, c'est que c'est un certain David Fincher qui est rattaché au projet, qui pour le coup, on ne le présente plus, mais surtout qui est quand même quelqu'un qui collabore avec Netflix depuis longtemps, puisque c'est quand même à lui qu'on doit Mindhunter, qui avait été un énorme succès critique à défaut d'être un succès public. Voilà, et c'est à lui aussi qu'on doit la super série d'animation Love, Death and Robots. Honnêtement, en général, quand il s'allie avec Netflix, c'est pas pour rien. Il choisit ses projets, donc moi, j'ai envie de penser que ce sera pas une adaptation bête et méchante où on va juste dupliquer. Ce sera pas un copier-coller. Ji-hoon. Voilà, on n'aura pas juste le Ji-hoon américain. J'ai envie de croire que si David Fincher s'implique. Puis si on pense à des films comme Gone Girl ou à ce genre de film, le côté dark de David Fincher n'est plus à démontrer. Et les twists. Et voilà, il y a les twists, etc. Donc on peut comprendre que cet univers lui plaise en tout cas. Donc il y a l'adaptation et puis il y a aussi, on sait que le créateur de Squid Game réfléchit déjà à une voire plusieurs idées de spin-off. Je pense qu'on sait que Netflix, quand ils ont quelque chose, ils aiment essorer. Jurisprudence, la Casa des Papel, par exemple. Casa des Papel, Bridgerton également, pour ceux qui l'auraient oublié. Donc évidemment, je pense que c'est un compte, au-delà du spin-off, du remake, qui serait plus visiblement une série dans l'univers de Squid Game, ils vont forcément essayer de créer quelque chose autour. Il y a deux pistes qui ont été notamment évoquées par le créateur de la série. Ce serait soit donc potentiellement un spin-off sur les gardes. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe quand ils sont de garde ou quand ils sont justement en off, entre guillemets. Bon, après, en lunch break. Je sais pas trop l'intérêt de ce que ça peut apporter, mais bon, pourquoi pas. Et il a aussi évoqué une autre idée de spin-off qui serait dans l'entre-deux entre la saison 1 et la saison 2. Qu'est-ce qui se passerait pour le maître du jeu ? Qu'est-ce qu'il fait en fait qu'est-ce qu'il a fait entre les deux, et surtout et je dis oui parce que j'adore ce personnage et cet acteur, le recruteur. Tiens donc. Voilà, qui est joué par Gong Yoo. Ça y est, j'ai sorti le premier nom de la série, et en fait qui pour moi dans l'épisode 1 clairement la scène c'est exceptionnel, et du coup ce serait qu'est-ce qui se passe entre les deux, et pour une idée personnelle que je lance au créateur, pourquoi pas faire une série sur les premiers jeux, ou comment en fait les jeux comment sont nés en fait, car on sait que c'est depuis plusieurs années, je sais plus exactement depuis combien de temps, mais je me dis que ça peut être intéressant, l'origine des jeux, comment c'était en plus un truc un peu nostalgie, un peu plus d'époque forcément, ça pourrait être intéressant. L'idée est géniale, tu l'as déposée ou pas? Parce que là tu peux te faire max de thunes. Je pense qu'il a déjà eu l'idée. Et puis, il y a aussi la télé-réalité, l'émission de divertissement que Netflix avait lancée, qui reviendra aussi pour une saison 2. Donc voilà, Squid Game, Émilie, pas d'inquiétude, ce n'est pas fini. Oui, bah ouais. Alors, j'en profite, puisqu'on a notre spécialiste des séries coréennes sous la main. Si on a envie de découvrir d'autres séries coréennes, il y en a tellement. Berry, est-ce que tu peux nous faire une petite sélection, recommandation? Vous avez combien de temps? Est-ce que vous avez 2 heures? Parce que sinon, on peut faire un podcast entier. J'allais dire un top 3, mais... alors, je vais faire un peu plus de top 3, désolée, j'ai prévu plus. Non, déjà, si du coup Squid Game, et comme c'était mon cas, c'était la première série coréenne que je regardais à l'époque, vous a plu. C'est vrai que sur Netflix, vous avez masse de séries coréennes qui sont ajoutées régulièrement, des nouvelles séries, mais aussi des séries un peu plus anciennes, des séries un peu cultes de la télévision coréenne. Cette semaine, enfin toutes les semaines en ce moment, vous avez une série Demande aux étoiles, qui est une série romantique. C'est vrai que Squid Game, c'est une série... Changement d'ambiance. Voilà. Squid Game est une série sanglante, mais la Corée du Sud est très très forte en série romantique également. Sauf que tu as commencé en disant, si vous aimez Squid Game... Si vous avez aimé l'ambiance de Squid Game, découvrez autre chose. Non, sinon aussi... il n'y a pas que Netflix qui fait des séries coréennes. Disney Plus a notamment un programme très très sympathique de séries pour 2025 que j'ai déjà très hâte de découvrir. Je vais encore perdre des heures de mon temps. Donc sur Disney Plus, je vais commencer par Disney Plus vu que j'en parle. Vous pouvez déjà regarder Les Pouvoirs de l'ombre. C'est une série de super-héros, mais alors Marvel et DC peuvent aller se rhabiller parce que c'est vraiment une série avec des super effets spéciaux qui a beaucoup plu. Vous avez aussi une série d'Action Shop for Killers, qui est une série dans laquelle une jeune femme apprend que son oncle avait en fait un magasin, entre guillemets, d'armes à feu pour tous les délinquants, et du coup elle est menacée de mort et doit reprendre le business. Donc ça c'est sur Disney+. Sur Netflix, vous pouvez regarder The Glory. Oui. Je sais que j'allais faire une adepte. Alors, notamment, vous retrouverez dedans Park Sung-hoon qui joue Yoon-joo,
et qui est une série sur le harcèlement scolaire, une femme qui se venge du harcèlement qu'elle a subi des années plus tard. Dans l'ambiance un peu plus horreur, vous avez All of Us Are Dead, je pense que les gens autour de la table l'ont vu. Donc c'est une série de zombies où une propagation d'un virus zombie a lieu dans un lycée. On attend la saison 2 désespérément la saison 2 qui est sortie. La saison 1 est sortie. Moi, j'adore cette série. La saison 1 est sortie juste en janvier 2022, donc juste après Squid Game. Et on attend toujours la saison 2 qui est annoncée, mais elle ne vient pas. Si vous voulez aller plus loin, je fais une petite publicité pour Viki, qui est une plateforme, publicité gratuite. La nouvelle addiction de Une plateforme spécialisée sur les séries asiatiques, où vous retrouvez mon coup de cœur de l'année 2024, qui est Lovely Runner, qui est une série qui a beaucoup, beaucoup fait parler en Corée du Sud, qui est une série dans laquelle, en gros, une fan d'une star de la chanson coréenne remonte le temps pour lui sauver la vie. C'est drôle, c'est pétillant, c'est tout mignon. Et bon, je ne pouvais pas ne pas parler de cette série qui a fait des addicts. Je vois que Marc. Je crois qu'on sait. C'est Je connais moins deux Crash personnes Landing on autour de You. la table. Oui, Crash Landing on You. cœur avec les mains. Je l'ai pas vu que je suis déjà en C'est une série romantique qui date de 2019. Au pitch improbable, mais je vous assure, c'est génial. C'est une riche sud-coréenne qui, après un accident de parapente, arrive en Corée du Nord et tombe sur un soldat très sexy. Émilie, c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues ces dernières années. Excuse-moi, on dirait un pitch de ChatGPT ou Eh bien, non. de la série. Et bien, au-delà de cela, en fait, du coup, il va l'aider à quitter le pays. Et c'est une série romantique avec mais aussi avec plein de rebondissements et très 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 addictive. Je sais que Laurence aussi l'a vu et elle l'adore. Et avec des acteurs qu'on aime et qui sont en couple en plus, c'est encore plus mignon. Donc voilà. Et évidemment, si vous voulez d'autres recommandations, vous en trouverez sur le site de Télé Loisirs. Ce n'est pas avare. Et malheureusement, je pense qu'on va devoir s'arrêter là, Aubéry, même si on pourrait t'écouter parler de séries coréennes toute la... Merci beaucoup. Merci. Et à défaut de jouer à Squid Game, on va jouer à L'appel à un ami. Oui. Mais ça peut être tout aussi meurtrier. Et c'est donc l'heure de notre grand jeu, L'appel à un ami. Nouvelle année, on repart sur des bases saines et sereines, n'est-ce pas, Émilie? Tu es arrivée première ex-aequo lors du dernier épisode. On va essayer de faire aussi bien. C'est un miracle de Noël. Non, mais je sais très bien que je ferai pas aussi bien, donc... Allez, on commence tout de suite par les titres alternatifs. Plage des ex. Ex on the Beach. Oh yeah, qui arrive le Paramount Plus. Le 25 janvier. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors, c'est la déclinaison française d'une émission de télé-réalité de MTV. Voilà, donc Ex on the Beach, France. Ouais, ça te fait envie, t'as envie d'y participer là? Alors, participer, non, parce que je suis en winter body. Sur Paramount Plus, tu peux Paramount Plus, ouais. Tout à fait. Présence en silence, le prochain titre. Présence en silence. Ouais. Night Agent. Non. Présence en silence. The Recruit. Non. La conspiration du silence. Non. Silent. Alors, on va dire que ChatGPT, il a pris un contraire, le contraire de présence. Absence. Ouais. C'est sur Absence Netflix. de bruit. Ah, le truc là, sans bruit. Non. Ah, merde. Non. Pardon. On en a parlé lors du dernier épisode dans les On y croit, on n'y croit pas. Ah bon? J'étais là? Ouais. Je te rappelle que c'est le jeu, c'est celui que t'as gagné. Absence. C'est une adaptation. Ah, super. Non. Une adaptation d'un écrivain. Ah, tu me manques? Tu me manques, tout à fait. La nouvelle série adaptée donc de Harlan Coben, sortie sur Netflix le 1er janvier. Que j'ai tout bingé. Émilie, on valide? Ou bah c'est efficace. C'est série puzzle. Voilà, tu regardes tout d'un coup. Voilà, c'est pas la meilleure, on c'est fera pas un la top pire. un jour des séries à regarder en faisant un puzzle. Ouais. Le prochain, Force imbattable. Ad vitam. Non. Back in Action. Inarrêtable. Inarrêtable, Marc. Tout à fait. Alors, c'est Jennifer Lopez. Exactement. Son divorce vient d'être finalisé, je crois, mais c'est pas pour ça qu'on parle d'elle en ce moment. C'est parce que elle joue une mère dans le film de Prime Video, justement, Inarrêtable, inspiré d'une histoire vraie, celle d'un athlète né avec une seule jambe. Prochain titre, Terre promise, la naissance d'une civilisation.
À l'aube de l'Amérique. Oui, Marc est on fire. Non mais laissez-moi des choses. Juste un, s'il vous plaît. Alors, L'Aube de l'Amérique, effectivement, qui est une série western de Netflix avec Taylor Kitsch et qui a réussi l'exploit de déloger Squid Game de la place de numéro 1. Ça, je pense qu'on n'aurait pas forcément parié dessus. Non. Alors, j'avoue que le prochain me fait beaucoup rire. Lettres d'amour et crise de nerds. XO Kitty. Oui. Ah oui, joli. Et je ne Crise de résiste nerds. pas au plaisir de vous livrer les autres options de ChatGPT. Amour, drame et kimchi. Ou encore Kitty, amour, gaffe et nouille instantanée. Et nouillance. Nouille instantanée. Ceci dit, nouillance est Nouillance. un mot qu'on pourrait Voilà. inventer pour le personnage de Kitty. C'est vrai, ça manque de nouillance dans ce C'est une mot. petite nouillance. La saison 2 de la série pour ados vient de sortir sur Netflix. Je sais pas, Juliette, je me tourne vers toi. On regarde pas. Bon, on regarde, c'est cutie cute, c'est romantique, voilà. Franchement, c'est très ado, hein. Ouais, la très, cible, très, c'est très ado. trop ado pour Laurent. Mais honnêtement, c'est vraiment mimi, quoi. Après, il faut pas en attendre Ouais. une folle stimulation intellectuelle, dirons-nous. À regarder en mangeant du kimchi, quoi. Absolument. Ok. Ou des Le nouilles. prochain. Naissance d'un tueur. Allez, Émilie, pour toi celui-là. Naissance d'un tueur. On y croit. Ad vitam. Night Beach. Non. Naissance d'un tueur. Ouais, un tueur célèbre. de- Ah, Dexter. Ouais. Origins. Je sais pas si je mérite le point, mais ok. Bah, quand même. Je t'ai beaucoup aidé pour ce spin-off préquel de Dexter, effectivement, avec Patrick Gimson, Oui. Sarah Michelle Gellar, Christian Slater, Patrick Dempsey. Ça arrive bientôt sur Canal+. Bon, Émilie, hypée, j'imagine. Oui. Très hypé. Après, il va enfin, comme il y a d'autres spin-offs qui sont prévus, à un moment, les gars, il faut arrêter Ouais. les spin-offs. On a compris. On l'a vous déjà étiez- dit, trop de Voilà. spin-off, tu le On spin a compris que le final de Dexter avait cartonné, donc vous vous êtes dit, il y a de la maille à se faire. Ouais, mais en fait, respectez-nous. On a déjà plein de trucs à regarder. Voilà. Puis Dexter n'a pas vieilli, donc autant qu'on se refasse les Moi, je suis Dexter. plus hypé par le Dexter Celui Résurrection. d'après, ouais. C'est ça, celui d'après avec Michael Non, C. parce Hall, qu'en fait, pardon. le truc de oupsie, finalement, il est pas mort. Ouais. C'est du foutage de Mais gueule pour moi. l'Origins aussi, j'ai un peu. Enfin, moi, j'en ai soupé des origin stories, tu vois. De genre, la jeunesse du personnage. Oui, mais le fait que lui soit pas là fait que t'as Ouais. l'impression de voir une nouvelle série. Peut-être. À Tu voir. vois. De toute façon, il faut voir. Voilà. On verra sur pièce, comme on dit. Alors, Évasion fatale. À contresens. Non. C'est de la nostalgie, je vous ai dit. Oula. Évasion. Prison Break. Prison Break, parce que l'intégrale de la série arrive sur M6+, à partir du 12 février, pour ceux qui voudraient tout se refaire. Alors, 2 questions. Déjà, est-ce que vous trouvez que la saison 1 est une bonne saison ? Ah oui. Ouais. Oui, une bonne saison. Mais c'est la seule. Voilà, c'est ça. C'est la seule bonne saison de cette série. hein. Un peu, finalement, comme on disait tout à l'heure pour Squid Game, quoi, les séries concept, une saison aurait suffi. Ah oui, non, mais Prison Break, après, c'était vraiment n'importe quoi. Et alors, C'est vraiment. Ils avaient lâché la rampe totale. hein. mais non, je n'ai pas bien vu, ce n'était pas vraiment sa tête coupée dans la boîte. Et est-ce qu'à l'image de Dexter, ça aurait du sens de relancer encore la série, parce qu'il y a un nouveau projet encore de reboot? Non, etc. arrêtez. Non. Arrêtez avec tes Franchement, reboots. Ouais, faudrait une idée super originale, mais je la vois pas là comme ça. Ouais. Donc non. Alors, on passe à la catégorie des ressemblances. Ah. On Oula. cherche une actrice Oh, merde. Ok. qui ressemble, selon ChatGPT, à Charlize Theron, Kristen Bell et Margot Robbie. Charlize Theron, Kristen Bell et Marlon. Justine Loupé. Non. Reese Witherspoon. Non. Hmm. Une blonde aussi, ouais. C'est pas la meuf de Sex Life of College Girl? Non. René... Ouais, non, Non. pas René Rapp. Non, t'as dit Charlize Theron, pardon. C'est quelqu'un... Ah, Cameron Diaz. Cameron Ouais. Diaz. Bien, ouais. Et 5 points pour Marc, hein. Je fais un petit rappel m'en- des filles, là. Je m'en fous, j'ai un point, j'ai sauvé l'honneur. Alors, elle vient de faire effectivement son retour après 11 ans d'absence, je crois, dans le film Back in Action, qui porte bien son titre, du coup, sur Netflix, aux côtés de Jamie Foxx. Alors, bon courage pour le prochain. On cherche un acteur qui ressemble, selon ChatGPT, à Malik Bentala, Edouard Baird et Vincent Elbaz. Guillaume Canet. Mais La quel Méliès. rapport? Non. Mike Bentala, qui est qui? Malik Bentala, Edouard Baird, Vincent Elbaz. Quel rapport entre Malik Bentala et Edouard Baird? Ouais, j'avoue. Ben, tu Je m'en crois demanderas que ChatGPT n'a Ils pas sont fait le bruns. Dry January. Quelqu'un... Ah, Roche Dizem? Non. Merde. Je cherche des brins, donc. C'est un acteur français qui a un spectacle et qui sera Manu bien... Payette. Manu Payette, tout à fait. Son spectacle Je me suis concentré sur Malik Bentala. beaucoup Emmanuel plus que 2 sur, est à voir sur Canal+. Et il sera à partir du 24 janvier dans la série française de Netflix Supermal, qui est l'adaptation de la série espagnole Machos Alpha, avec donc Manu Payette, Guillaume Labbé, sur
la masculinité La toxique. déconstruction. La de la déconstruction. masculinité. Tout à fait. Voilà. Allez, on cherche cette fois un film qui ressemble à After, Everything, Everything et Nos étoiles contraires. À contresens. Oh oui! La saga sulfureuse de Prime Video. Le deuxième film est sorti à la fin de l'année et on aura droit à une adaptation anglaise. London, Ah à oui, contresens Et à quand est-ce qu'on London. aura à contresens Paris? Ah ben, après London. C'était sous la scène. C'est ça. C'était Emily Paris. Et enfin, on cherche une série qui ressemble à The Rain, The Leftovers et The 100. Ah, vraiment, je suis à la ramasse. Il faut que je me remette. Faut que j'arrête d'aller sur France.tv. Hein, parce que Last of Us. Non. Leftovers, The 100, et le premier The c'était. Rain, The Leftovers et The The Rain. 100. Je ne sais pas ce que c'est que ça. c'est pas. Marc, je crois que tu devrais connaître. Ah. Enfin, que tu devrais savoir de quoi on parle. Ah. Tu nous en as parlé il y a pas longtemps. Donc tu l'as vu. Donc je l'ai vu. Donc si t'as pas le point, c'est que vraiment t'es nul. Ah, Day of the Jackal. Non. Je n'ai pas vu The Day of the Jackal. Non, mais tu nous en as parlé. Ah, c'est vrai. Ça se passe sur Canal+. Families Like Ours. Exactement. Tout à fait. Que j'ai Et commencé. donc, Une nous série en parler. post-apocalyptique, mais alors. En fait, pré-post-apocalyptique. Non, pré-apocalyptique, pas post-apocalyptique, puisque c'est le moment où on évacue le Danemark, qui va être submergé par les eaux. Mais donc, tout se passe relativement pour l'instant dans le calme. Évidemment, on voit que ça va commencer à vriller. Mais c'est intéressant, le parti pris, du coup, est anti-spectaculaire. C'est-à-dire qu'en fait, on voit pas on voit pas le Danemark submergé, on voit pas tout ça. On voit comment les habitants essaient de s'organiser. Il y a des gens qui sont au courant avant les autres, donc du coup, ils essaient de vendre leur maison pour se tirer. Voilà, il y a des gens qui pètent un câble, évidemment, parce qu'ils peuvent pas tirer de l'argent, parce qu'ils savent pas où ils vont aller. Et les autres pays mettent des digues en place pour pas que les Danois viennent dans leur pays. Donc je pense que c'est évidemment une série qui va dire des choses sur des choses politiques, notamment sur la crise des migrants, etc. Et je pense que c'est une série très intéressante. C'est Thomas Winterberg qui l'a créée, le réalisateur notamment de Drunk et de Festen. Et voilà, donc c'est sur Canal+, et c'est assez intéressant. on passe au résumé What the fuck. Le premier, l'histoire d'un gars qui disparaît après avoir laissé une vidéo où il déclare son amour éternel à sa copine et qui déclenche un bazar émotionnel pire qu'un marathon de Love Actually. Oui, j'ai fait un peu plus long cette fois. Je trouvais qu'il était inspiré, alors je l'ai laissé faire. Ouais, c'est la trêve de Noël, ça lui va bien. Tu as essayé de nous Ad placer. vitam. Voilà, ad vitam. Un deuxième En point fait- pour Émilie. Ouh. J'avais noté Ad Vitam en me disant à un moment dans le jeu, il va être quelque part. On ne pouvait pas ne pas parler, effectivement, de ce film d'action avec Guillaume Canet qui vient de sortir sur Netflix, qui est passé numéro 1 des films les plus vus du moment, 24 heures après sa sortie, effectivement, pour ce thriller d'action. Next, c'est comme si ton boss décidait de te scinder en deux, un toi qui bosse sans fin et un toi qui C'est chill. vrai. Mais avec aucun des deux n'est au courant de l'autre. C'est Severance, effectivement, sur Apple TV+. Je continue quand même pour le plaisir, le Pardon, résumé. Laurence. Non, c'était super, bravo. Spoiler, même en oubliant le boulot, la vie reste un gros casse-tête avec des secrets flippants et des réunions qui te donnent envie de fuir. Pour cette série, effectivement, de science-fiction. Un lundi, quoi, Voilà. finalement. Dont la saison 2 vient de sortir. Ensuite, même un sécateur peut sauver la démocratie. Celui-là aussi me fait Night beaucoup Agent. rire. Non. Même un Le jardinier. Merci Juliette. Il y en a une qui Sécateur, suit, le le sécateur. Pour le jardinier. Avec JCVD, le retour. Ah, c'était un peu un résumé digne de Jean-Claude Van Damme, Mais finalement. grave. Ça. Voilà. C'est génial. Pour cette comédie d'action, donc avec Jean-Claude Van Damme et Michael Youn, sortie sur Prime Video. Émilie, est-ce que devant un puzzle, ça passe ou pas? Alors, je l'ai absolument pas vu, me demande pas. Je suis désolée. Encore une fois, France.tv. Voilà, c'est mon excuse pour tout. Eh bien, je pense que si on a bien compté, on arrive à un nouvel ex-aequo Ah. entre Juliette et Marc. Bravo. Je remonte la pente Ah, après je ma vous l'avais défaite dit, de la hein, je m'en semaine fous, j'ai dernière, sauvé du mois l'honneur. dernier. Si Ava Bae pouvait revenir au prochain épisode Pour aider Émilie. Émilie gagne. Ava, Alors, si tu nous entends. Il est temps de passer donc à la dernière partie de cette émission et c'est les traditionnels. On y croit, on n'y croit pas. Qu'allez-vous regarder dans les prochaines semaines sur les plateformes de streaming? L'équipe de Superstream sera bien sûr au rendez-vous pour débriefer de nos coups de cœur et de nos coups de gueule le mois prochain. Mais avant cela, on se prête au jeu des prédictions sur les prochaines séries. Et on commence avec la saison 2 de The Night Agent sur Netflix le 23 janvier. C'était effectivement l'une des séries les plus vues de 2023 sur Netflix, je crois, la saison 1. Et donc, elle fait son retour.
Surprise un peu, non? Parce que saison 1, Night Agent, personne ne l'attendait vraiment, je pense. Oui, c'est efficace, mais... Ouais. Voilà. Alors, j'ai pas regardé, moi, donc je vais passer la parole assez rapidement. Mais par contre, je pense que ça va marcher. J'y crois fort en termes de succès. Je pense que c'est pas mal attendu. Après, Émilie l'attend pas. J'aime parce que Juliette, elle me regarde, mais je n'ai pas vu la saison 1 non plus. Voilà. Donc, en fait, ça, Je suis la seule à l'avoir vu. peut-être ok. que ça dit quelque chose aussi sur le fait que cette série est peut-être un Laurence, peu... que penses-tu de cette saison 2 de The Alors, Night Agents? je vais faire comme Émilie, je vais raconter ma vie. Moi, je l'ai pas regardé en faisant un puzzle. J'ai regardé pendant mon congé maths, pendant que je donnais les biberons à 3h du mat. Donc, voilà. C'est efficace. C'est une bonne série pour faire les biberons. C'est un prochain top sur tes loisirs. Voilà, série d'espionnage efficace. Ça va vite, il n'y a pas de temps mort. Voilà, le duo Gabriel Basso, Luciane Buchanan, je crois l'actrice, et fonctionne bien. Donc assez curieuse de voir ce que va donner la suite. Voilà. Prochaine série, Paradise sur Disney+, le 28 janvier. Changement de registre, puisque là, il s'agit d'un meurtre qui se produit dans une communauté paisible où vivent de nombreuses personnalités. Et c'est un thriller avec Sterling K. Brown, que personnellement j'aime beaucoup comme acteur, et James Marsden. Bah, moi, j'y crois, honnêtement. Je pense que ça va être l'une des séries américaines de Disney qui risque de bien marcher. En plus, je crois que c'est signé de Dan Fogelman, qui était déjà derrière This Is Us. Donc voilà. Moi, autant Sterling K. Brown, j'aime bien, autant James Marsden me laisse mes deux marbres. Mais par contre, il y a Julianne Nicholson au cast que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Désolée, Émilie, je t'ai spoilé tout. Non, mais comme d'hab, je suis d'accord avec toi. Franchement, honnêtement, moi, j'y crois. Ça a l'air d'être un truc un peu politique, bien ficelé et tout. À mon avis, ça va pas être révolutionnaire, mais ça risque d'être assez efficace et de plutôt bien marcher. Le pitch a l'air intriguant. Moi, oui, enfin, comme Juliette, beaucoup de mal avec James Marsden. S'il pouvait ne pas être là, ce serait vachement bien. Mais Julianne Nicholson, ouais, grosse passion. Donc, je pense que ça, je vais le bouffer d'une traite. Marc, pareil. Ouais, non, j'y crois. Effectivement, j'ai vu la bande-annonce et ça a l'air très efficace. Et une bonne série, un peu à l'ancienne, j'ai l'impression. Bien solide, acteur voilà, confirmé. Ça a l'air bien écrit avec des rebondissements. Ça n'a pas l'air d'être trop non plus dans le too much. Parce que maintenant, les thrillers, ça part trop loin, en fait. Donc, à voir, ouais. Je crois que le rythme c'est quoi, 3 épisodes, je crois, et ensuite un épisode par semaine, un truc comme ça. Qu'on est un peu aussi sur un rythme qui n'est pas le rythme de binger les séries. Alors, dans un registre encore très différent, la science-fiction, cette fois qui revient sur Netflix avec Cassandra, une série allemande le 6 février, qui parle d'une intelligence artificielle qui vit dans la maison connectée d'Allemagne la plus ancienne, dont les propriétaires ont péri 50 ans plus tôt dans d'étranges circonstances et une nouvelle famille arrive. Je te vois hocher de la tête, Juliette. Ouais, parce que si la question c'est est-ce que j'y crois, je pense que ça va marcher. Les séries allemandes ont plutôt du succès en réalité sur Netflix, notamment Dark qui date un peu maintenant, mais qui avait été un énorme succès sur Netflix. Effectivement, Les Meurtreusen, qui était un thriller somme toute assez classique, mais qui a bien marché en 2024. Il y a une appétence. Là, il y a un petit côté Black Mirror dans la bande-annonce qui, je pense, à mon avis, va attirer le chaland. Donc voilà, moi je pense que ça va bien fonctionner. Mais après, à voir. Le pitch est original, ouais. Ça donne envie, en tout cas. Ça me fait penser à un épisode des Simpsons. Il y a un épisode des Simpsons comme ça, où en fait, la famille vit dans une maison avec une intelligence artificielle qui tombe amoureuse de Marge, de mémoire, parce que c'est la voix d'un homme, et du coup, décide de tuer toute la famille pour l'avoir... pour elle. Je crois qu'on regarde pas assez les Simpsons. Ah non, mais les Simpsons, c'est la vie. Vous êtes fous, faut regarder les Simpsons. Mais et moi je suis pas très science-fiction, mais le pitch du coup me tente pas mal. Et alors on finit sur une série française qui va arriver sur Prime Video le 7 février. Ça s'appelle Dear You, malgré son titre anglais. C'est une romance à la française, adaptée du roman d'Emily Blaine, qui mêle amour, humour et sensualité, nous dit le pitch, avec notamment Carla Poquin, Luca Meliava et Terence Tell au casting. Émilie, série française, romantique, new romance. Totalement série de puzzle. J'en attends pas grand-chose, mais je vais regarder. Je pense même que je vais le binger, à moins que ce soit vraiment très mauvais, quoi, que je peux binger. Je crois que de mémoire, c'est des épisodes assez courts. Je crois que c'est des 22 minutes, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, moi, j'ai déjà lu des livres d'Emily Blaine. C'est du sous Sophie Kinsella, pour ceux qui voient de qui je veux parler, donc la crew du shopping et tout ça.
ça se lit d'une traite. Donc j'imagine que la série va se bouffer d'une traite en posant le cerveau à côté. J'ai un peu peur quand même que ce soit une exploitation un peu encore de New Romance, après à la française, mais tu vois, j'ai un peu peur que ce soit un truc qu'on ait déjà vu, sauf que ça se passe à Paris. Après, moi je suis jamais contre un truc bien écrit, drôle, un peu frais. Voilà, une bonne comédie romantique à la française, ça serait bien aussi. Donc à voir. Faut vraiment voir comment c'est fait. Le casting, pour l'instant, ne me dit pas grand-chose, mais des jeunes acteurs à découvrir, a priori, quoi. Donc à voir, pourquoi pas. Pas complètement convaincu pour l'instant sur la base de ce que j'ai lu. Mais Terence Tell, tu le connais de Danse avec les stars? De Danse avec les stars, ouais, mais c'est le seul. Et d'ici tout commence. Oui, Ouais, mais je ne vois pas Marc regarder Ici tout commence. Mais par contre, tu clairement. vas regarder Danse avec les stars. Ouais, c'est Ouais. pas faux. Voilà. Moi, honnêtement, je vais pas regarder si on est tout à fait honnête. Je pense que ça va arriver dans le top prime, donc très probablement que ça va bien marcher, notamment auprès d'un public ado. Je pense que ça va bien marcher. Moi, ça m'intéresse pas du tout, mais je pense que je suis juste pas la cible. Terence Tell, moi, c'est le seul que je connais des noms que tu as cités. Je le connais effectivement d'ici tout commence. Franchement, c'est pas le pire de la bande, donc s'il est bien dirigé, je pense qu'il peut aussi se révéler. Et puis, ça permet aussi à ces acteurs de feuilleton, dont certains sont très très bons, mais qui ont du mal du coup à obtenir des rôles ailleurs que dans des feuilletons ou dans des téléfilms très codifiés télé, d'obtenir autre chose. Donc, je pense que ça peut être aussi un tremplin. Là, récemment, on a vu Claire Romain qui aussi s'épanouit ailleurs et puis qui se révèle surtout. Donc, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer justement ces jeunes acteurs parce que ici tout commence comme ce ne sont quasiment que des jeunes acteurs. Voilà. Donc, ça se trouve, il va révéler son potentiel. Donc, Terence, je suis avec toi. Fonce. Et c'est bien d'encourager la production française aussi. Et je crois que dans l'équipe de production, il y a une scénariste ou une productrice qui a travaillé sur Nudes, et l'autre série Prime Video de l'an dernier sur les ados. Qui était vraiment bien. Qui, a priori, alors moi, j'ai pas vu, mais effectivement, a priori, avait plutôt eu des bons retours. Ouais, c'était vraiment bien. Ça peut être un bon signe pour Dear You. Et c'est la fin de ce premier épisode de Superstream pour 2025. Émilie, Juliette, Marc, merci d'avoir été comme chaque mois au rendez-vous. Merci à vous qui nous écoutez. On a hâte de découvrir vos opinions sur tous ces nouveaux programmes dont on a parlé aujourd'hui. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Superstream. Merci Laurence. Merci. Salut.